Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Arnaud Toiti, qui est un des gros avocats de l'écosystème Web3. Comment vas-tu, Arnaud? Ça va très bien. Bonjour à tous. Enchanté, Jean, et merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir, Arnaud, de t'avoir. Donc, je vais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Je pense qu'il y en a très peu dans l'écosystème. Mais voilà, donc Arnaud, cofondateur de Hashtag Avocat, fondateur de Law4Code. Tu es un avocat New Tech, tu es un des pionniers et un des plus gros avocats de l'écosystème Web3, peut-être pour le plus gros. Tu es top voice sur LinkedIn. Bref, tu as énormément de choses à dire sur toi. Déjà, avant de commencer, Arnaud, commençons par la base. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est Arnaud et comment tu en es venu à arriver dans le secteur juridique, avocat, etc. Et après, pour passer dans le secteur du Web3. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, moi, je suis ce qu'on appelle un geek. Donc, j'adore les nouvelles technologies Ok. depuis très jeune, en réalité. Je me suis intéressé à ça. J'étais assez jeune, hein, j'avais 5-6 ans, je crois, de mémoire. Et effectivement, ma mère m'avait inscrit à des cours de piano. On a un Ok. énorme piano à queue que mes parents ont toujours d'ailleurs. Ma mère a toujours voulu qu'on fasse de la musique avec mon petit frère, hein, qui a 2 ans de moins que moi. Donc on a fait des cours Cool. de piano, sauf que quand on est petit, on a le piano, on a surtout le solfège. Pour ceux qui ont fait de la musique jeune, ça doit faire Sonner. sonner résonance dans leur esprit. C'est en général pas forcément quelque chose qui nous emballe des masses, on va dire ça comme ça pour rester poli. Et donc c'est vrai qu'à côté, on avait le petit sucre, c'était les ordinateurs, c'était les consoles, etc. Donc on a été baigné en fait avec mon frère dans cet écosystème très jeune. Je suis né dans les années 80. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de, moi j'avais à peu près 10 ans, un petit peu moins de 10 ans d'ailleurs, et mon frère, donc 2 ans de moins que moi, qui est un ingénieur informaticien maintenant et qui est une sorte de petit génie d'informatique, il a toujours été comme ça, on avait, tu sais, acheté Tetris sur la première Game Boy. Donc c'est le tout Ouais, premier d'accord. Tetris. Donc ça date vraiment, vraiment. Encore une fois, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup parmi ceux qui nous écoutent qui se souviendront de ce moment-là, en tout cas qui l'auront acheté à ce moment-là. Et donc on l'achète. Et en fait, il y a un truc qui était désagréable avec Tetris, c'est qu'on avait une difficulté qui était progressive au début. Et en fait, après, et tu vois où je veux en venir, après, on perdait complètement la progressivité de la difficulté. On passait d'un truc qui était un peu très OK à un truc qui devenait complètement dingue, extrêmement difficile. Et avec mon frère, on s'est dit, on va développer notre propre Tetris Ok. en Visual Basic, qui est un langage de programmation, et notamment avec une IA qui est réellement en capacité de pouvoir justement être réellement progressif. On avait fait un Tetris, on avait même fait un Pong aussi à l'époque. Bref, et donc Incroyable. ça m'a conforté dans l'idée que c'était mon truc et que j'allais me mettre dedans. Quant au droit, ça s'est fait un petit peu plus tard, à l'âge de 14-15 ans. Ma mère, en fait, qui en avait marre que je conteste tout le temps en permanence, m'a offert un code civil à mon anniversaire. Voilà, pour la Ah, blague. c'est Et, sympa le cadeau. ouais, c'est cool, hein, ça va. Elle m'a dit, ouais, j'en ai marre. Donc, au lieu de m'embêter moi, tu vas embêter les autres. Et voilà. Donc, voilà ton livre de chevet. Et en fait, c'est drôle parce qu'au début, c'est parti d'une blague. Et finalement, tu vois, de fil en aiguille, alors je te dis pas qu'à 14 ans, j'ai passé des heures à lire le code civil, ce serait quand même largement mensonger. Mais en revanche, c'est vrai que je m'y suis un peu intéressé. Je commençais à regarder, et puis dans ma tête, c'est comme un peu une petite voix, un petit bruit doucement qui se forme et qui finit par te convaincre. Et puis finalement, voilà, j'ai fait des études de droit en France. J'ai fait des études, après, donc d'abord mes études en France, j'ai fait la Sorbonne. J'ai fait Assas. Et puis après, je suis Ok. parti aux États-Unis où j'ai fait l'université de Chicago, la Law School et la Business School à Chicago. Et puis après, je suis revenu en France. Et puis, si tu veux, j'ai exercé la profession dans des cabinets plutôt anglo-saxons, gros cabinets anglo-saxons, petits cabinets anglo-saxons, avant de cofonder Hashtag Avocat qui s'appelait Alto Avocat en 2015. Voilà. Et donc là, ça va faire, en 2025, ça fera 10 ans déjà. Donc là, ça fait 8 Wow, ans. bientôt 9 ans. l'anniversaire. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir pour fêter avec toi les 10 ans de Hashtag Avocat et refaire un podcast spécial. J'en serais ravi. J'en serais ravi. Ouais, Absolument. incroyable en tout cas, super parcours. Comme quoi, des fois, les mamans, elles ont une vision, elles sont visionnaires parce qu'elles ont vu d'avance Bon, qu'il fallait le code. ouais, bon, non, non, bien au contraire. Donc, non, non, Bravo là, à elle. elle a été visionnaire. Elle a été visionnaire.
Bravo, bravo à elle. Et puis bah, toi, tu l'as aussi parce que ça fait déjà 10 ans que tu es dans l'écosystème Web3. Il n'y en a pas beaucoup qui avaient l'envie de se lancer dans le Web3 en 2015. Et vraiment, bravo, bravo à toi. Alors, pour te dire par rapport à ça, parce que tu m'as aussi demandé pourquoi le Web3 et qu'est-ce qui a fait que, bah, quand on est geek, mais geek pas dans parce que souvent c'est péjoratif, maintenant d'ailleurs ça l'est moins et tant mieux, mais quand on aime les nouvelles technologies, il y a deux verticales qu'on regarde avec un œil très particulier. C'est évidemment l'IA. Alors on en parle beaucoup depuis 2022 et depuis OpenAI et ChatGPT, mais en réalité l'intelligence artificielle ça existe depuis quand même très longtemps. Et donc moi je m'y suis toujours intéressé. Ok. J'ai eu quand même un certain nombre de clients sur cette verticale-là depuis la création du cabinet et même en réalité avant, puisque si on a créé Alto puis Hashtag, c'est parce qu'on a senti qu'il y avait besoin d'avocats sur ces sujets-là. Donc ça, c'est évident. Et quant à la blockchain, je m'y suis intéressé très tôt, dès 2013-2014, où j'ai commencé à lire, j'ai commencé à prendre des informations, j'ai commencé à aller regarder les vidéos sur les sujets, j'ai commencé à m'intéresser vraiment. Et c'est vrai qu'on a eu des dossiers très tôt, hein. On a eu des dossiers en 2015-2016. On a commencé à avoir des dossiers sur le sujet. Et en fait, un des axes qui nous a vraiment permis un step-up et qui nous a vraiment permis on va dire, de devenir beaucoup, beaucoup plus compétent sur ces sujets, c'est qu'on a accompagné la principauté de Monaco sur toute sa réglementation crypto Waouh, en bravo. 2017, 2018, tout ça, avant que la loi Pacte arrive en France. Et c'est vrai que ça a été extrêmement, on va dire, ça a été un moment où on a vraiment pu creuser les sujets, les comprendre, aller dans le fond des choses. Et ça nous a aussi beaucoup fait gagner en notoriété sur ces sujets. Ah, totalement, c'est vraiment game changer pour une société de pouvoir travailler avec un État, une principauté. Tu vas forcément apprendre des choses et effectivement, pour ton track record, c'est tellement, tellement important. Tu utilises beaucoup le terme de régulation by design. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de ta façon de parler, des termes que tu utilises. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, pour toi, il est mieux de choisir sa régulation plutôt que la subir? Bon, alors déjà, c'est toujours même de manière basique, sans même parler de régulation, c'est toujours mieux de choisir plutôt que de subir. Je pense on sera tous d'accord là-dessus. Euh, C'est vrai. sur la question de la régulation, je pense que c'est déterminant parce que alors, il y a des éléments de régulation enfin, il y a des éléments en droit qui, j'ai envie de dire, doivent être faits dès le départ, mais si on ne le fait pas dès le départ, on peut éventuellement passer en travers des gouttes. Je prends un exemple. On décide, toi et moi, Jean, de monter une société. Parfait, on crée des statuts, et là, on se dit, il faudrait quand même qu'on fasse un pacte d'actionnaires, ce serait mieux, etc., etc. Parce qu'au cas où il y a un contentieux entre nous, bon, c'est quand même plus simple, en général, Totalement. d'avoir tout écrit. Bon. Mais en même temps, c'est une assurance tout risque, c'est pas une obligation. En ce sens que si, in fine, on décide de ne pas rédiger ce pacte d'actionnaires, les conséquences peuvent être importantes, mais s'il n'y a pas de contentieux entre nous, il n'y aura pas nécessairement de conséquences. Le dépôt de la marque, on peut déposer une marque, on peut ne pas la déposer, c'est mieux de le faire. Et si on ne le fait pas, c'est pas non plus les conséquences vont pas non plus être, si tu veux, monumentales. Dramatique. En matière de réglementation crypto, le sujet est différent. En ce sens qu'il y a des choses qui doivent, c'est pour ça que quand on parle de by design, c'est-à-dire qu'elles doivent être appréhendées dès le départ. Si on ne l'appréhende pas dès le départ et qu'on se retrouve plusieurs mois, plusieurs années après avec un projet qui est très beau, mais qui en réalité n'est pas fonctionnel simplement parce qu'on n'a pas fait les bons choix réglementaires, concrètement, le projet, on peut le prendre et on peut le mettre à la poubelle. Ou alors, il Mhm. faut le faire pivoter et ça peut avoir des conséquences majeures. Je prends un exemple qui arrive évidemment très régulièrement. On décide de créer un projet ensemble. On se dit, OK, comme beaucoup, non, mais c'est sûr, c'est un utility token. Comme si c'était décrété. C'est-à-dire que comme si le matin, tu te lèves, tu te dis c'est un utility token, donc en fait, c'est bon, il n'y a pas de sujet, je l'ai décrété comme ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, tu développes ton projet, tu dis, OK, c'est top, je vais faire une ICO, j'ai pas réellement de cadre, si ce n'est un visa, si j'ai besoin de communiquer, mais comme je communique pas, j'ai pas besoin de visa. Bref, je suis pas régulé. Et puis, un an après, tranquille, je vais voir Arnaud Toiti pour lui présenter un peu mon projet parce que j'ai des velléités de développement. Et puis là, je lui dis, écoute, voilà, j'ai fait une ICO, etc., etc. J'aimerais faire autre, j'aimerais en faire d'autres, j'aimerais développer mon projet, j'aimerais éventuellement aller chercher un PSAN, etc., etc. Ok. D'accord, très bien. Et puis là, on fait une analyse. Et puis au bout de 2 minutes, on se dit, oui, mais en fait, ton jeton, c'est pas un petit token.
C'est un C'est un security token. security. Et donc, en réalité, la réglementation, tu ne l'as pas respectée. Donc, ça veut dire que tu as été dans l'illégalité, dans les opérations que tu as été amené à faire par le passé, etc., etc. Et donc là, il faut, si tu veux, il y a tout un travail à faire là-dessus. Il faut rattraper le retard, ce qui est compliqué. C'est comme en matière fiscale. C'est la même chose. Moi, je dis souvent, on optimise sa réglementation comme on optimise sa fiscalité. On pourra en parler. Mais ça veut dire qu'on doit traiter les choses de la même manière. On voit beaucoup de porteurs de projets qui viennent et qui disent non, non, mais moi, je vais attendre de gagner beaucoup d'argent et puis après, je vais optimiser la fiscalité. Ouais. Mais si tu fais n'importe quoi ou si tu n'optimises pas les choses, c'est beaucoup plus dur d'aller corriger les choses qui ont déjà été faites que de le faire depuis le départ. Ouais. C'est pour ça que je dis que ça doit être fait dans l'idéal. Finalement, quand on n'a vraiment pas les moyens du tout, on ne peut pas les créer. Mais je dirais que sur le papier, c'est l'idéal de le faire dès le départ. Voilà, c'est important. Ouais. Je pense qu'effectivement, planifier la fiscalité dès la conception d'un projet, c'est vraiment quelque chose qui est basique. Et souvent, tu as bien raison d'en parler et de repréciser ça. C'est quand même quelque chose qui est important parce que des fois, trop tard, bah, c'est trop tard. Et quand c'est trop tard, c'est difficile de rattraper. Donc, merci ça. Est-ce que tu peux justement nous partager un petit peu des expériences marquantes que tu as eues dans l'accompagnement de start-up, sans bien sûr donner les noms? Est-ce que tu as eu deux, trois use cases que tu peux, même un use case que tu peux nous partager d'une société que justement tu as accompagné, ça s'est super bien passé, tu les as accompagnés depuis le début, et une, c'était irrattrapable et par exemple, ils ont dû fermer et peut-être recréer une autre société? Alors, effectivement, je ne pourrais pas te donner les noms. Ouais, D'ailleurs, je vais te j'imagine. donner le nom des clients avec lesquels je travaille. On peut fouiller, regarder où on veut, on ne trouvera pas ces informations-là parce que ça fait partie des éléments qui sont les plus importants pour un avocat que la confidentialité. Alors, sur l'exemple de choses qui sont irrattrapables, alors, difficile de dire ce qui est irrattrapable, mais en tout cas, il y a des choses qui ne pourront pas être corrigées dans le passé. Donc, moi, j'ai pris l'exemple du PSAN. PSAN fait quoi? C'est un prestataire de services sur actifs numériques. Il est obligatoire d'être enregistré PSAN, et donc demain agréé MICA, quand on réalise un certain nombre de prestations pour le compte de tiers, dont notamment ce qu'on appelle le custody, c'est-à-dire conserver les actifs numériques pour le compte des autres. Toi, Jean, tu as des bitcoins, tu décides de me confier ces bitcoins pour que je puisse demain, par exemple, les investir sur les marchés. Je vais donc être custody, je vais être gardien de tes cryptos. Et pour ça, il faut que je sois régulé parce que conserver, garder l'argent des autres, par définition, c'est une activité sensible. Si je suis quelqu'un qui, depuis 2 ans, fait ça sans être régulé, ni vu ni connu, je t'embrouille, ce qui est à mon avis une erreur majeure, je ne vais pas pouvoir corriger le passé. Je ne suis pas magicien. Par contre, ce qui va pouvoir être fait, c'est d'aller chercher soit un PSAN, soit éventuellement d'aller s'adosser à une société, à une entité qui est déjà PSAN, pour pouvoir réaliser ces services dans la légalité. D'accord? C'est ça. Donc moi, je peux purger d'une certaine façon pour l'avenir, mais je ne peux pas en revenir rétroactivement sur le passé. Ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a des cas, parce que ton point, c'est est-ce qu'il y a des cas où c'est juste pas possible? En fait, il est extrêmement rare qu'on soit dans des solutions où les choses ne soient pas possibles. Sauf si c'est, évidemment, on tombe dans l'illégalité la plus totale. C'est vrai que j'ai pu avoir des projets qui me demandaient qui réalisaient un certain nombre de dérivés très, très particuliers qui n'étaient pas autorisés en Europe. Parce qu'en Europe, il y a des produits dérivés qu'on ne peut pas faire. Et dans ce cas-là, la seule solution, c'est d'aller le faire en dehors de l'Europe et d'éviter, de proscrire tout contact avec une clientèle européenne. Mais dans la plupart du temps, en fait, on est face à des gens qui peuvent purger la situation, mais pour ça, ça demande d'obtenir des enregistrements, d'obtenir des agréments. Et le problème, c'est que si demain, Jean, par exemple, tu vas passer 2 ans à faire n'importe quoi, tu me dis, Arnaud, il faut que je purge. On va voir le régulateur. Le régulateur, il va regarder ce qui a été fait. Donc, il va se rendre compte du fait que tu avais fait n'importe quoi. Et surtout, il va t'interdire, et il a bien raison, de faire quoi que ce soit tant que tu n'es pas régulé. Donc, Totalement. si tu veux, la problématique, elle est importante parce que il faut que les porteurs de projets aient conscience qu'ils vont se mettre à nu et qu'ils ne pourront rien faire tant qu'ils ne sont pas directement régulés.
en même temps, c'est logique. Parce que le régulateur ne va pas dire, ah oui, bah, continuez votre Bah oui, forfaiture tranquillement, et puis on verra plus tard. C'est évident que non, puisque le rôle du régulateur, c'est quand même, entre autres choses, de protéger les investisseurs. Voilà, donc c'est là où ça peut être un peu touchy, où il faut réfléchir à la manière de faire. Mais de toute façon, on ne peut qu'encourager les porteurs de projets à, évidemment, systématiquement, sans aucune exception, respecter les clous qui ont été fixés. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils sont là et c'est tout. c'est clair. Mais c'est bien aussi de le dire parce que des fois, les gens se disent: «Bon, OK, je vais me lancer, comme ça je vais gagner du temps, je vais faire ma régulation après». Mais le problème, c'est que si après tu es bloqué par l'AMF pendant 2 ans, bah, en fait, le peu de temps que tu auras gagné, bah, tu vas le perdre et puis tu vas peut-être être obligé de fermer ton activité. Après, en plus, tu prends une amende. Comment Alors, comment ça se ouais, oui, ça peut être plus que ouais, ça, pardon, hein, je vous entends pas, mais ouais, c'est peut-être une amende, mais ça peut aussi être techniquement sur le prison? papier, le régulateur a un pouvoir de police. Donc, enfin, il faut le rappeler quand même. Donc, c'est-à-dire que ça peut être c'est des sanctions qui sont des sanctions pénales aussi. Hein. Donc, on n'est pas l'exercice illégal d'une activité de PSAN, par exemple, ce sont effectivement des amendes, mais c'est aussi potentiellement, sur le papier en tout cas, ça peut être une peine de prison. Donc, on n'est pas, on rigole pas d'une certaine façon. La réglementation financière, c'est une réglementation qui est faite on considère presque que c'est d'ordre public d'une certaine façon. C'est pas d'ordre public, mais je veux dire, c'est de la prérogative publique Mmh. que de protéger les gens face à des personnes qui voudraient effectuer des activités financières sans être régulées. Je répète, l'activité financière, par définition, c'est tout ce qui va toucher à l'argent de l'autre. Et c'est forcément sensible. Toi, tu as de l'argent, si tu me confies de l'argent, si j'effectue des choses, des actions avec l'argent des autres, forcément, je vais devoir me faire réguler. Je vais devoir être contrôlé. C'est normal. Euh, Gérer ton propre argent, j'ai envie de Totalement. dire, tu fais ce que tu veux dans la limite de la loi. Évidemment, tu fais ce que tu veux dans la limite de l'ordre public. Mais gérer l'argent des autres, c'est autre chose. Parce que par définition, c'est sensible et donc forcément, tu es soumis à des règles précises. Totalement. Et pour ça, des fois, on ne sait pas forcément, bah, c'est quoi la loi, c'est quoi la partie juridique pour notre activité. Bah, quoi de mieux en fait que te contacter, hein. C'est vraiment le mieux à faire. Si voilà, vous avez des questions juridiques, si vous ne savez pas où va la loi, le plus rapide, c'est même si vous êtes porteur de projet déjà depuis quelques temps ou même sur un projet naissant, bah, faut contacter Arnaud. Justement, Arnaud, quel est le meilleur moyen de te contacter? Il faut aller directement sur le site hashtag avocat. Quel est le meilleur moyen justement pour Alors, avoir des en fait, renseignements? moi, j'ai mis en place, ce que ça fait longtemps maintenant, ça fait 2 ans, 2, 3 ans, j'ai mis en place un calendrier. Et donc, ça, avec un système qui s'appelle Better Call Arnaud. En gros, l'idée est assez simple, c'est je donne la possibilité aux entrepreneurs qui me contactent de parler avec moi 15-20 minutes. Il n'y a aucune facturation, il n'y a rien du tout. L'objectif, c'est Incroyable. de pouvoir échanger un peu à bâton rompu sur le sujet, enfin, sur leur sujet de prédilection, répondre à leurs questions si je peux être amené à répondre à leurs questions, et pouvoir déjà les éclairer avant de pouvoir envisager une suite éventuelle avec eux. Voilà, parfois d'ailleurs, il n'y en a pas, et ils sont là pour récupérer un certain nombre d'informations, il n'y a pas de sujet là-dessus, et ils peuvent simplement avoir accès à ce lien sur mon site internet arnaudtoiti.com. Il n'y avait pas plus simple que ça. Donc voilà, qu'ils n'hésitent pas à prendre rendez-vous et à me contacter s'ils ont des questions sur le sujet. Et effectivement, pour rebondir avec ce que tu dis, Jean, euh, la question de la régulation est une question déterminante, mais attention, tout le monde n'a pas besoin d'être régulé non plus. Et donc, la première question qu'il faut se poser avant de se demander, voilà, exactement, merci beaucoup Jean, avant de se demander quelle régulation, c'est qu'il faut déjà être sûr d'avoir besoin de se faire réguler. Par contre, ce qui est problématique à mon avis, c'est ceux qui se cachent un petit peu. C'est vraiment cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Ouh là là, je ne sais pas si je dois être régulé, mais j'ai peur de savoir, donc je vais voir personne et j'avance. Non, allez voir quelqu'un, faites un audit de votre situation, allez voir un avocat, faites un audit de votre situation, voyez si vous devez vraiment l'être. Si vous l'êtes, Totalement, à ce moment-là, trouvons des solutions. Est-ce que c'est totalement. en France? Est-ce que c'est à l'étranger? Est-ce que c'est en partenariat avec une autre entité qui est déjà régulée? Bref, il y a 1000 solutions. Mais pour ça, il faut encore, si tu veux, il faut que la situation elle ait été analysée quand même. Il faut qu'à un moment, on arrête de se voiler la face et qu'on se confronte à la réalité. Voilà, c'est ça, moi, pour moi, qui est le plus important. OK, bah, merci pour ces précisions. Effectivement, je pense que ça va énormément aider les auditeurs. Dans tes activités, elles sont nombreuses.
effectivement, donc là, on a parlé beaucoup de régulation, mais tu fais pas que ça. Tu fais de l'accompagnement sur des levées de fonds, tu fais de l'accompagnement sur des fusions-acquisitions. Vraiment, tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Pareil, je pense que sur le site internet, on voit une grosse partie de ton travail. Pour les gens qui ne connaissent pas encore Arnaud, il est très présent sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à aller regarder son LinkedIn, là où il publie énormément de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en profondeur quelles sont les autres activités? Alors, il y en a trop, tu pourras peut-être pas tout dire, mais au moins, voilà, d'autres activités qui nous permettent de se dire, ah oui, bah justement, il faut que je contacte Arnaud parce que au-delà de la régulation, j'ai d'autres besoins. Tout à fait, merci beaucoup. Alors du coup, le cabinet, donc on est un peu moins d'une quinzaine au sein du cabinet. Bravo. On est divisé en deux pôles d'activité. On a un pôle qui est dirigé par mon associé Harry Alouche, donc qui est dédié à tout ce qui va toucher au droit des sociétés, au droit fiscal. Donc le droit des sociétés, ça va être ce qu'on appelle dans le jargon les opérations de bas de bilan. Donc, évidemment, création de société, rédaction de pacte d'actionnaires, on en parlait tout à l'heure. Ce qu'on appelle les management packages, c'est-à-dire l'intéressement des salariés, notamment salariés et autres membres des équipes pour les incentiver, c'est-à-dire les encourager à pouvoir faire partie de l'équipe et puis développer leur activité à l'intérieur de la société. Et puis, on a ce qu'on appelle les opérations de haut de bilan, qui représentent la majorité de ce qu'on est amené à faire en corporate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du private equity, donc des levées de fonds. Beaucoup, notamment pour des projets Web3, évidemment. En jetons, d'ailleurs, financement structuré, hein, en jetons et en equity. C'est aussi des fusions-acquisitions, surtout des acquisitions plus que des fusions, mais ça peut être des joint ventures aussi, hein, des sociétés communes créées par deux entités distinctes. Nous, on représente beaucoup d'acteurs étrangers qui viennent acheter des PSAN français, des PSFP français, on fait beaucoup d'opérations de rapprochement de cette nature. Des PSAN, notamment, on parlait du Web3. Et puis, tout ce qui va toucher à la fiscalité patrimoniale un petit peu, donc ta fiscalité personnelle, genre, voilà, j'ai gagné tant d'argent sur telle activité, comment j'optimise, je fais une holding, je le fais en France, comment, etc., etc. Et puis beaucoup fiscalité entreprise. Donc fiscalité entreprise, c'est j'ai plusieurs activités, est-ce que je crée des holdings distints, est-ce que je crée une société mère, comment je fais pour optimiser ma fiscalité, pour faire remonter les dividendes, etc., etc. Bref, il y a énormément de questions d'optimisation fiscale. Et puis, je ne parle même pas de la fiscalité crypto, hein. Alors ça, c'est évidemment matin, midi et soir, surtout en ce moment. J'ai fait telle plus-value, comment j'évite la plate tax, est-ce que je peux l'éviter, est-ce qu'il y a des moyens de le faire, est-ce qu'on passe par l'étranger, on passe par de l'investissement via une société, etc., etc. Donc ça, on est tout à fait amené à le traiter et on le traite extrêmement régulièrement. Et puis, à côté de ça, on va avoir toute la partie que moi, je pilote, qui va toucher au transactionnel, donc tout ce qui est contractuel, contrats commerciaux, contrats tech, évidemment, les contrats commerciaux de tout type d'ailleurs, et les contrats tech, c'est tout ce qui va toucher conditions générales d'utilisation, de vente, de services, contrats un petit peu techniques, tout ce qui va être ça, tout ce qui va être financement Web3 aussi, c'est des choses qu'on est amené à faire, tout ce qui est visa, d'ICO, etc., etc. Bref, beaucoup des aspects contractuels, les aspects liés à la propriété intellectuelle aussi énormément, avec notamment marque, nom de domaine et autres, et puis et tech propre, protection de la tech des porteurs de projets. Et puis, évidemment, les new technologies, on va dire au sens propre du terme, les nouvelles techno au sens propre du terme, avec deux sous-catégories. On travaille beaucoup. L'IA, notamment l'IA générative, ça ne surprendra personne. Tout ce qui est sujet de propriété intellectuelle en lien avec l'IA, le sujet de data, on gère beaucoup. Et puis la blockchain qui représente plus de 50% d'activité du cabinet. Évidemment, on a beaucoup de projets, que ce soit structuration de DAO, que ce soit évidemment de la réglementation, ça on en a parlé en long, en large et en travers, qui sont les sujets majeurs. Un point de différence, je pense, assez significatif entre notre cabinet et peut-être d'autres structures par ailleurs, c'est qu'on travaille beaucoup à l'international. On va dire qu'il y a une grosse partie de ma clientèle européenne, française, pardon, que je suis amené à accompagner en France, mais également dans d'autres pays de l'Union européenne, et parfois même en dehors de l'Union européenne. Et je représente beaucoup d'acteurs hors Union européenne ou dans l'Union européenne qui ne sont pas nécessairement français. Donc, on travaille beaucoup à l'international. Voilà. Et un peu le leitmotiv du cabinet, c'est on essaie de trouver des solutions, évidemment dans la limite toujours de la légalité, essayer de trouver des solutions qui ne soient pas simplement, voilà, je prends un exemple, toi tu viens et tu dois te faire réguler PSAN, je ne vais pas simplement te dire ça coûte 80 000 € et puis rendez-vous dans 1 an et demi.
je vais essayer de trouver peut-être d'autres solutions alternatives. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. C'est-à-dire qu'on peut le faire, mais parallèlement, je ne vais pas te dire pendant 1 an et demi, tu regardes le plafond et tu attends que ça se passe. On va essayer de trouver des solutions alternatives dans la Petite légalité qui astuce. vont nous permettre d'avancer en attendant. Tu vois, voilà. C'est ça le point et un peu le leitmotiv du cabinet. Et c'est une force parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui justement vont pas chercher des astuces. Et toi, ton objectif, c'est de dire, bah, écoutez, venez et on va regarder ce qu'on peut faire et comment on va pouvoir optimiser au maximum. Donc c'est vraiment bien. Je vais te dire, Jean, en fait, évidemment, je me considère comme avocat avant tout, mais j'ai un côté extrêmement entrepreneur. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que évidemment que je ne suis pas Mère Teresa et mon objectif c'est de développer mon cabinet d'avocat. Sauf que les gens peuvent parfaitement comprendre que si demain j'ai le choix, si je devais d'avoir une vision purement égoïste, j'ai le choix entre accompagner un projet en France, alors que c'est mon cabinet qui le représente, et accompagner un projet à l'étranger, alors que c'est un cabinet étranger partenaire qui va le représenter. Si j'avais une vision purement égoïste, je l'accompagnerais en France. Mais je me dis que si c'est pour que le projet éventuellement meure d'ici quelques mois parce qu'il a plus les fonds et qu'il peut pas attendre, bah, je préfère avoir un projet vivant à l'étranger plutôt que d'avoir un projet mort que j'ai accompagné et qui s'est cassé la figure en cours de route. Ça me semble logique. L'objectif, c'est de créer effectivement une relation à long terme avec les porteurs de projets. C'est pas de faire un coup, alors que je sais très bien que la plupart des projets ne sont pas en capacité de pouvoir attendre 1 an ou plus avant de pouvoir avoir une régulation éventuelle. Voilà en gros la manière avec laquelle j'essaie de façonner ma pensée. Incroyable, on voit qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui est vraiment intéressant aussi dans ce que tu parles, c'est que que je sois une entreprise, parce que tu parles beaucoup des entrepreneurs, mais aussi des particuliers peuvent te contacter, peuvent contacter hashtag avocat s'ils ont des questions. Ça, c'est vraiment notez-le fort parce qu'il n'y a pas tous les avocats qui font ce qu'on appelle B2B, B2C. Donc, Arnaud fait vraiment les deux. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et après, tu as un scope d'activité qui est juste immense. Comment tu fais pour pouvoir suivre toutes les actualités pour pouvoir aussi dormir, parce que je sais que tu dors très peu, que tu travailles beaucoup, mais comme tout le monde, tu as le droit d'avoir une vie aussi perso. Comment tu arrives à allier les deux? Comment tu arrives à être partout? Enfin, comment tu as Alors, trouvé l'équilibre? Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur le podcast de Token Talkers. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre sponsor NetClub qui a été fondé par Laurent Chébeau en décembre 2021. NetClub, en fait, se consacre tout simplement à l'éducation financière et à la culture financière. On sait que c'est vraiment un des enjeux cruciaux en France car 80% des gens ne sont pas éduqués financièrement. Donc, leur mission, c'est tout simple. Grâce à la plateforme et au contenu éducatif qu'ils mettent en place, ils ont pour objectif que vous soyez indépendant financièrement, que vous puissiez tout simplement réduire vos dépenses, gérer des revenus complémentaires et investir intelligemment. NetClub, en fait, c'est vraiment un couteau suisse où vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Vous avez également une communauté bienveillante avec 550 membres. Vous avez aussi plus de 400 événements qui ont été organisés durant les 2 dernières années. Donc, en gros, NetClub, c'est quoi? C'est prenez en main vos finances, accéder à des outils pour faire des économies, gagner des revenus complémentaires, faites fructifier votre argent, tout ça pour préparer votre avenir financier avec sérénité. Si vous voulez plus d'informations sur NetClub, je vous invite à nous contacter ou aller sur le site qui est écrit en commentaire ou dans le lien de la vidéo. Bien sûr, on est là pour vous répondre et un podcast a été tourné il n'y a pas très longtemps avec Laurent Chébeau, le fondateur de NEC. À très vite. je l'ai pas trouvé. Comme ça, c'est Je l'ai pas réglé. trouvé. Non, mais c'est clair. Enfin, je peux pas mentir. Je peux pas dire que je l'ai trouvé. Je l'ai pas trouvé. Pas du tout. Même d'ailleurs, je pense que c'est un travail de tous les instants. Donc moi, je suis effectivement un fou de boulot. J'ai toujours été comme ça. Ça a les avantages de ses inconvénients. C'est vrai que pour les proches, c'est pas facile. Ouais, Je j'imagine. le conçois bien volontiers. Mais en fait, je suis une sorte de mélange entre une sorte d'HPI hyperactif qui s'arrête jamais et qui dort 4-5 heures par nuit, si tu veux. Donc c'est vrai que ça n'empêche pas, hein, je fais du sport, voilà, j'essaie d'être droit, je fume pas, je bois pas, etc. Machin, donc j'ai toujours Bravo. été comme ça. Mais c'est vrai que l'actualité, en fait, quand je peux couper de l'actualité, même en vacances, je pète les plombs. C'est-à-dire que je peux pas supporter une demi-journée, j'ai pas accès à l'actu, même pas que crypto d'ailleurs, l'actu tout court. Ça va me rendre, ça va me stresser en fait. Si tu veux. C'est-à-dire que j'ai Ok. besoin d'être en contact permanent des choses. Donc c'est vrai que par rapport à tous les sujets qu'on est amené à traiter, notamment l'IA et le Web 3 où ça bouge tout le temps, bah, voilà, j'ai du Il faut mal être hyper à un connecté. moment à vraiment à faire une pause, etc. Alors j'essaye le week-end
Je travaille le week-end, hein, mais moins. Enfin, il y a un moment, je passais mes week-ends à bosser. Là, on va dire que je vais peut-être faire, je sais pas, une demi-journée le dimanche. En général, c'est une demi-journée le dimanche où je vais aller bosser, ce qui est déjà un gros effort pour moi, tu vois. Mais quand même, parce que j'ai aussi envie de passer du temps avec ma famille, évidemment. Mais la réalité, c'est que cet équilibre, il est dur à trouver. Et en fait, l'équilibre, il est dur à trouver, je pense, entre l'entrepreneur et l'avocat. Parce que comme je te le disais, j'ai un vrai Ah, côté entrepreneur aussi. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais à un moment, le droit, c'est de plus en plus technique. C'est pas quelque chose que tu improvises, tu vois. Les textes sont de plus en plus rigoureux. Tu peux pas te contenter simplement d'avoir une vision superficielle. Et on est tellement sollicité. Enfin, moi, je dois avoir entre 15 et 20 calls par jour de prospects, clients et autres, c'est qu'en énorme. réalité, j'ai pas le temps de me plonger. Donc, comment tu veux que je me plonge sur le travail de fou? Bah, en fait, soit je fais comme certains, c'est-à-dire que je laisse les collaborateurs faire le travail de fond et moi, j'en fais pas, ce qui n'est pas question pour moi. Soit je fais aussi du travail de fond, mais pour ça, il faut trouver le moment pour le faire, donc je le fais la nuit, voilà, voilà, la nuit, le soir très tard la nuit, quand je suis tout seul et que je peux me concentrer, et le week-end. Ok. Voilà, c'est des moments où tu vois, tu mets de la musique classique, tu mets ton casque, tu prends tes textes et Et t'annotes tu vois, et tu mets tes petits post-it et tes petites annotations partout, comme à l'époque où on était au lycée, on faisait nos livres et on faisait nos fiches, quoi. Voilà, et tu peux pas faire autrement parce que tu peux pas être à la fois dans le business développement, dans les vidéos, dans les LinkedIn qui prend un temps absolument considérable totalement. et à l'autre côté, connaître les dossiers sur le bout des doigts. Et les clients sont très exigeants, ils ont raison. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah écoute, bravo pour tout ce que tu fais quand même, parce qu'on sait que ça, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de travail et tu es un petit peu partout. Justement, tu parlais de la partie encore entrepreneuriale. On sait que tu as développé autre chose après hashtag avocat, c'est Law for Code. Tu es fondateur de Law for Code. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? C'est quoi tout simplement Law for Code et quel est le but derrière? Tout à fait. Alors, le Forcon, en fait, on l'a créé avec un objectif extrêmement clair. C'était de pouvoir offrir un one-stop shop pour les entrepreneurs du droit et du chiffre, pour les entrepreneurs du Web3. Donc, par exemple, imaginons que toi, tu crées ton projet dans le Web3, tu te rends compte que tu as des besoins juridiques, ça paraît logique, comptables, je vois pas comment on peut faire autrement, et fiscaux. Parce que souvent, on se dit le fiscal, c'est du droit, mais en fait, la fiscalité, c'est quelque chose qui est vraiment séparé du droit, c'est autre chose, c'est un monde à Mhm. part, d'une certaine façon. Nous, on fait un peu de fiscalité en interne, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la fiscalité Web3 très pointue, c'est quelque chose qui doit être fait, il faut faire que ça. Voilà. Et justement, ça tombe bien, Ok. on a trouvé la personne qui faisait que ça et qui est la meilleure en France sur ces sujets. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on prend des gens qui sont bons dans leur domaine, voire très bons, ce qui est le cas d'Axel et de Clarisse, et on crée un one-stop shop qui va permettre aux entrepreneurs de pouvoir avoir accès à tout en même temps. Et à ça, d'ailleurs, on a ajouté aussi la brique technique, donc tout ce qui va toucher UX, UI, maquette, accompagnement d'ailleurs à la levée de fonds également, pour offrir vraiment voilà, c'est ce côté guichet unique de l'entrepreneuriat web. Incroyable. Tout est au même endroit. Et on le trouve où, ce Law for Code? Et bien, lowforcode.com, comme ça se prononce. Voilà, tout y est. Donc, ceux qui veulent y aller et nous contacter, on a déjà beaucoup d'entrepreneurs qu'on accompagne, Tout donc ravi simplement. de pouvoir en accompagner encore davantage. Voilà. Sachant que c'est important de le préciser, mais ça participe de l'état d'esprit qui est le mien. C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin, alors dans un écosystème comme le Web3, c'est encore plus prégnant, mais on a besoin d'avoir cette idée on a un peu tout au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir Mhm. l'idée on a un écosystème de confiance et surtout ses partenaires, c'est pas juste, tu vois, Arnaud qui contacte un expert comptable, il lui envoie le contact et puis il s'en débarrasse, c'est on travaille ensemble. C'est-à-dire que tous les dossiers sont travaillés en Ouais, c'est commun clair. comme si on faisait partie d'une seule et même structure. Ça qui Ouais, très intéressant. On voit le site Law for Code en bas en description. Bien sûr, on mettra les liens dans la description du podcast. Arnaud, toi qui es avocat, je voudrais te poser une question sur la partie IA.
Tu sais, Oui, l'IA, c'est quelque chose qui est en train d'exploser et il y en a qui en ont peur, il y en a qui trouvent que c'est incroyable. Ça manque aussi de régulation, mais il y en a de plus en plus qui arrivent. Quel est toi, ton avis par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est safe? Est-ce que les lois sont en train de les développer? Parce que justement, toi, tu es vraiment au cœur de ça. Donc, tu vois la régulation, les lois. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton avis par rapport à ça? ok. Alors, vaste question. Ça pourrait faire l'objet d'un podcast D'un tout seul. podcast complet. Mais je vais donner quelques inputs et puis je pense que ça permettra peut-être sûrement à certaines personnes de réfléchir par rapport à ça et ça va susciter des réflexions, je pense, sur le sujet. Écoute, mon premier constat, on peut rien faire contre l'évolution de l'IA de toute façon. C'est-à-dire que c'est pas à un moment il faut pas être dans l'optique de se dire ça y est, enfin il faut qu'on l'arrête, c'est Armageddon, c'est Terminator, etc. Parce que déjà c'est pas ça, en tout cas pas tout de suite et même tout court, je pense, en tout cas pas de notre vivant. Et la deuxième chose, c'est que c'est inéluctable. Donc, on n'est pas dans l'optique, on n'est plus à l'optique de se dire il faut arrêter le système, l'évolution. Il faut Trop juste tard. l'accompagner et trouver le moyen justement d'essayer, tant que faire se peut, de limiter les risques que c'est susceptible de générer. Ça, c'est la première information que j'avais envie de donner. Alors maintenant, la deuxième, c'est oui, il y a des problèmes qui sont potentiellement très importants en lien avec l'IA. Il y a du macro et du micro. Il y a évidemment tout ce qui va toucher au marché de l'emploi. Je pense que évidemment que tout un chacun doit se demander si son métier existera dans 5, 10, 15, 20 ou 30 ans. Je pense que la plupart des métiers sont considérablement modifiés. Je ne sais pas s'ils disparaîtront parce que, pour prendre l'exemple du droit, tu vois, typiquement, moi, je suis pas certain que les avocats disparaîtront. Je ne pense pas d'ailleurs. Je pense qu'en réalité, on va plutôt être dans une optique où on va travailler avec l'IA, ce qui est déjà mon cas, par exemple. Je te donne un exemple. Toi, demain, je pense demain, vendredi, tu as besoin d'un contrat. Ton réflexe sera, alors, soit tu vas le rédiger toi-même, soit tu vas aller chercher un modèle, mais si tu as envie d'avoir un contrat très bien fait, etc., tu vas aller voir un avocat. Ça me paraît relativement logique. C'est clair. Dans 1 an, 2 ans, 6 mois, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, je dirais plutôt 6 mois, 1 an que 10 ans. Tu vas aller sur ChatGPT, tu vas dire à ChatGPT qui sera peut-être à la version 5 déjà, la version 4.5 Turbo est déjà très forte, mais il sera peut-être à la version 5, et tu diras bonjour, j'espère que tu vas bien, j'ai besoin d'un contrat, prestation de service, je vais faire des vidéos avec un tel, je vais faire ci, voilà les conditions financières, voilà machin, fais-moi un contrat. Il va te rédiger un beau contrat. Soit tu vas t'en contenter, soit tu vas dire ouais mais bon ChatGPT il est gentil mais il est quand même pas avocat, je vais quand même l'envoyer à mon copain Arnaud Toiti pour qu'il le revoie. Et d'une prestation de 10 ou 15 heures de travail d'Arnaud Toiti demain, ça va se transformer dans 6 mois ou 1 an à s'il te plaît Arnaud, allez en 1 heure ou 2 max, tu me fais une revue de ce que ChatGPT a fait. Ouais, valide Mon le travail, contrat. c'est le même. Moi, je vais être un accompagnateur de ChatGPT pour la rédaction d'un certain nombre de documents, on va dire, entre guillemets, simples. Pas que l'actionnaire ou les contrats ne sont pas simples, mais si on prends un exemple, plus qu'un rédacteur from scratch. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va falloir qu'on se renouvelle, nous, en tant qu'avocats. Il va falloir qu'on apporte une vision différente. Moi, ma valeur ajoutée, elle va être tout autant dans la rédaction des documents que dans le réseau, par exemple, les mises en relation que je vais faire, la capacité aussi à pouvoir apporter une vision business aux porteurs de projets. Enfin, tu vois, c'est tout ce genre de choses que pour l'instant, ChatGPT n'est pas en capacité de faire. Ça, c'est la vision big picture. C'est les métiers vont changer, ils vont être soit remplacés pour certains, soit modifiés pour d'autres. Et puis après, il y a aussi des conséquences qui sont assez majeures qu'il faut avoir en tête. Je vais prendre des exemples extrêmement concrets. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est le droit d'auteur. On a un vrai sujet entre l'IA et le droit d'auteur. Hein, d'accord demain, notre vidéo, tu la mets sur YouTube, il n'est pas du tout exclu qu'il y ait des IA qui en fassent un extract, qui aspirent tout et qui prennent les informations alors que ni toi ni moi, on l'aurait autorisé. Il y a des deepfakes qui se mettent en place où on peut prendre les apparences des uns et des autres, les trafiquer, leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas dites, etc., etc. On a une vraie problématique IA générative droit d'auteur qui n'est pas forcément cadrée d'un point de vue réglementaire. Et l'IA Act est susceptible d'apporter quelques réponses, mais l'IA Act, c'est rendez-vous dans 3 ans.
Et en attendant, on n'a pas forcément les armes, à mon sens, pour pouvoir lutter contre ce vol systématique, cette violation systématique du droit d'auteur. Premier sujet. Deuxième sujet, les billets. Je prends un exemple et je l'ai mis sur LinkedIn. J'invite les lecteurs à aller à regarder. J'ai fait un post il y a quelques mois, dire année, mais c'était quelques mois. J'ai demandé à une intelligence artificielle générative de créer des images avec des soldats nazis, de représenter des soldats nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il m'a présenté 4 soldats. Alors, première photo, c'était une soldate, une femme. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, les femmes, il n'y en avait pas beaucoup, voire pas du tout au sein du Troisième Reich. Donc, c'est un peu compliqué de représenter des femmes alors qu'il n'y en avait pas. Il y avait un soldat du Troisième Reich représenté, qui est un soldat de couleur noire. Pour ceux qui connaissent un minimum l'histoire, malheureusement, durant la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas vraiment dire que le Troisième Reich était friand de soldats de couleur. Et il y avait également un soldat asiatique. Même chose, il y avait des soldats japonais, mais ils ne faisaient pas partie de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, sauf erreur de ma part. Et puis il y avait un quatrième, peu importe. Et donc du coup, j'ai interrogé l'IA, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu fais ça? Tu sais très bien que c'est complètement erroné, historiquement parlant. Et là, l'IA me répond, en fait, moi, c'est pas mon sujet, c'est juste que je dois respecter l'égalité. Voilà. Et là, on se rend compte en réalité du danger que ça peut générer parce que si on a une IA qui est biaisée par comment dire, la doctrine, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas, mon propos n'est pas un propos je ne porte pas de jugement sur la doctrine en question. Je ne dis pas est-ce que c'est bien ou pas bien. Je dis juste que les gens, lorsqu'ils testent ChatGPT, lorsqu'ils posent des questions à ChatGPT, c'est peut-être ton cas, ne remettent pas forcément en doute la véracité des informations qui sont données. Donc, si demain tu prends des gamins et que moi, quand j'ai des enfants autour de moi, ils interrogent le ChatGPT comme si c'était vérité universelle. Et c'est vrai que ça pose un vrai problème parce que si derrière l'intelligence artificielle est d'une certaine façon éduquée avec des biais de prise de conscience, de vision de société, etc., en fait, et qu'en plus, on n'a pas forcément de possibilité ni de sourcer l'information, ni de la contredire, c'est vrai que le risque, il est, à mon avis, extrêmement important qu'on soit dans quelque chose d'assez problématique, quoi. Super intéressant. Pour ne pas dire, super intéressant. Ouais. Et j'ajoute juste un point complémentaire pour aller au bout de mon raisonnement. Ça, c'est pour les données qui sont effectivement, la manière avec laquelle les développeurs de l'IA vont impacter sur ces réponses. Mais après, on a aussi les données qui sont collectées par l'IA pour lui apprendre des données d'apprentissage. Il n'y a pas très longtemps, je pense que peut-être que certains ont entendu parler, mais Le Monde en France a signé un accord avec OpenAI pour faire en sorte que les articles du Monde que l'IA puisse aller puiser dans les articles du Monde pour pouvoir proposer ses réponses. Xavier Niel, évidemment, s'en est réjoui et il a raison. Pourquoi? Parce que Xavier Niel, il a compris une chose. Il a compris qu'en réalité, et depuis très longtemps d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a investi dans la presse, il a compris que la presse, c'était l'influence majoritairement. Et le problème que nous risquons d'avoir si ChatGPT, OpenAI ne travaillent qu'avec Le Monde, imaginez, demain, OpenAI signe avec Le Monde, Le Point et Le Figaro. Je ne porte aucun jugement politique là-dessus. Ça pourrait être l'Humanité et d'autres, et Libération par exemple, par ailleurs. Si c'est que des journaux type Le Point, Le Figaro, Les Échos et Le Monde, vous allez avoir évidemment un risque que les informations qui soient transmises par ChatGPT soient biaisées par rapport à une information que vous pourriez avoir par ailleurs. Vous allez sur Google, vous tapez une info, vous allez avoir tout un tas de médias qui vont apparaître. Et vous pourrez avoir des visions contradictoires. Si on n'a qu'une vision et que cette vision, elle n'est pas, si le chatbot n'est pas en capacité de dire, il y a telle vision, mais il y en a aussi une autre et qui vous donne une seule et même vision, et qu'elle est d'une certaine façon par le prisme des sources qui sont les siennes, en réalité, vous risquez d'avoir des conséquences qui sont extrêmement fâcheuses. Vraiment. C'est important de le préciser pour les gens qui ne savent pas, c'est qu'une IA en fait se nourrit d'informations qu'on lui donne et si les informations sont faussées, forcément ce qu'elle va dire, c'est faussé. Merci vraiment Arnaud d'avoir expliqué ça en profondeur.
parce que c'est, je pense, super important. Avant-dernière question pour toi, Arnaud. Oui. On sait qu'actuellement, il y a pas mal de narratifs qui sont en train d'exploser dans le secteur du Web3. Quels sont les narratifs que toi, tu vois le plus à ton bureau? Parce que tu vois passer énormément de projets, certains projets qui sont early, d'autres qui sont des sociétés qui sont déjà vraiment existantes. Et voilà, il y a de la DeFi, il y a du RWA, il y a de la crypto. Quelle est pour toi actuellement la narrative qui est en train gentiment de prendre et d'exploser? C'est vraiment pas du conseil en investissement, mais moi, quelle est la Ouais. narrative actuelle sur laquelle le Web3 est en train de se développer? Alors, en fait, tu en as déjà cité certains. Donc, beaucoup évidemment de RWA, même si c'est vrai qu'à un moment, on a eu énormément de projets de tokenisation immobilière. C'était, c'était presque indécent. On a dû en accompagner presque une trentaine en 2 ans, donc Ouais, c'est quand bravo. même vraiment important. Donc beaucoup, beaucoup, maintenant beaucoup moins. Je pense que la chute du marché de l'immobilier a forcément eu un impact significatif sur le sujet. On a des projets dans le gaming, évidemment, parce que je pense que c'est un cas d'usage extrêmement important que celui du Web3, avec notamment la réglementation Genome qui va arriver. Donc il y a tout un tas de questions qui se posent sur ces sujets. On a beaucoup de projets en décentralisation, effectivement, euh, que ce soit des infrastructures décentralisées, on entend beaucoup parler en ce moment, que ce soit de la finance décentralisée, évidemment, tout ce qui va être décentralisé. Et puis, je pense que sans être un narratif, mais je pense qu'un des leitmotivs des demandes qu'on peut avoir, c'est toujours la même, c'est j'ai un projet, où est-ce que je dois me faire réguler? Hmm. Voilà. Et ça, c'est majeur. C'est-à-dire que je vois l'Europe arriver avec ses gros sabots, parce que c'est vraiment des gros sabots pour le coup, hein, et je vais expliquer pourquoi j'utilise ce terme de gros sabots, il est à dessein, mais avec ses gros sabots. Et donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en Europe? Est-ce que je reste en France d'abord? Est-ce que je reste en Europe après? Ou est-ce que je vais en dehors de l'Europe? Et pourquoi je parle de gros sabots? Parce que là, je voyais même encore ce matin un média qui relayait une interview du CEO de Google qui disait l'Europe tue l'innovation, etc., comme si effectivement on découvrait l'eau chaude. L'Europe n'a jamais été propice à l'innovation. Parce que en Europe, on pense à réguler avant l'innovation, avant innover, avant d'innover. Alors réguler, moi je trouve ça très bien, ça tombe bien, c'est ce qui me fait vivre. Donc je ne vais pas dire que je suis contre la régulation. Ça n'aurait aucun sens. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire justement que de n'avoir aucune régulation. Mais en revanche, quand je parlais de gros sabots tout à l'heure, c'était à dessein parce que, en fait, qu'est-ce qu'on fait on régule. Et en fait, on régule de la même manière que ce soit un établissement bancaire qui pèse des milliards avec une start-up qui s'est créée il y a 3 mois. Donc, à partir d'un instant où on n'est pas en capacité de comprendre qu'on ne peut pas traiter de la même manière un petit acteur qui vient de se créer d'un acteur qui a 100 ans et qui a un établissement bancaire, bah, dans ce cas-là, on n'a rien compris. Et je On pense est que le bloqué. Ouais. problème, il est en réalité sur la proportionnalité du droit. On n'applique pas, le même. Vous savez, c'est comme en matière pénale, on parle beaucoup en ce moment, mais je suis désolé, un gamin de 13 ans, on ne lui applique pas le même droit pénal qu'à un adulte de 18 ans. En tout cas, pour l'instant, c'est toujours d'actualité. Peut-être changé, toujours d'actualité. Parce que c'est pas la même manière. Un gamin de 5 ans, on ne va pas lui enseigner la blockchain comme on enseigne la blockchain à quelqu'un qui en a 30. Ça n'a aucun sens. Donc, on doit quand même arriver à une forme de proportionnalité. Et cette proportionnalité, elle n'existe pas. Ce qui fait qu'en réalité, tout ce qu'on fait dans le Web3 en Europe, c'est en grande partie pour les gros acteurs, les grosses institutions. Et puis en plus, c'est un écosystème qui fonctionne très bien, puisqu'on a d'un côté le régulateur qui est payé à faire des lois. Donc lui, bah, plus il fait de lois, plus il est payé, plus on est content de lui, donc c'est magnifique. Plus il est payé presque, en tout cas, plus on est content de lui. On a le régulateur qui, lui, son objectif, c'est la sécurité. Il veut être tranquille. Donc il se dit, plus les acteurs sont gros, moins j'ai de risques qu'il y ait des problèmes, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs, si je peux me permettre, mais bon, en tout cas, c'est la logique. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne Token Talker. C'est vraiment un plaisir. Je vais prendre 45 secondes de votre temps pour vous présenter notre sponsor, la société Aria. Aria Crypto, c'est en fait un centre de commande qui vous permet de prendre des décisions éclairées pour investir dans les cryptos. La société elle a été fondée par Jonathan et Anastasia, qui sont les co-CEO d'Aria. Ils ont eu pour idée tout simplement de faire une agence algorithmique pour mettre des notes sur les cryptos. Grâce à eux, vous allez combler tout simplement vos lacunes en matière d'accessibilité aux informations et d'évaluation des risques dans le secteur des crypto-monnaies. Avec plus de 35 mesures, ils analysent les cryptos dont la capitalisation dépasse les 500 millions de dollars.
grâce à eux, vous allez rester informé en temps réel des développements du marché, des risques que vous allez pouvoir prendre dans le secteur et vous allez pouvoir adapter vos stratégies d'information grâce à leur IA. N'hésitez pas à explorer leur tableau de bord, créer votre premier portfolio avec Aria et bien sûr, restez connecté. Donc, on va dire que j'ai moins de chances d'avoir un problème avec une banque qu'avec un acteur qui s'est créé il y a 2 mois avec 2 petits jeunes qui ont 25 ans. Voilà. Logique régulateur, logique limitation du risque, ce qui peut se comprendre. Et puis de l'autre côté, on a les gros acteurs qui se disent c'est génial, il y a un terrain de jeu, il est fait pour nous. Les autres ne peuvent pas y rentrer. Donc, comme il y a moins d'acteurs, c'est tant mieux pour nous. Donc, il y a une alliance objective entre les acteurs de la finance traditionnelle, les gros acteurs, les institutions bancaires, le régulateur et le législateur, pour finalement faire en sorte que ce terrain de jeu soit le plus contraint et le plus difficile possible. C'est à mon avis une erreur stratégique majeure et c'est une distorsion de concurrence évidente avec les Américains et les Asiatiques qui ne s'embarrassent pas de ces, pas toujours en tout cas, des mêmes difficultés. Donc au final, comme on dit souvent, effectivement, les Américains entreprennent, les Chinois s'inspirent, même s'ils ne font pas que s'inspirer, ils s'entreprennent aussi très bien, ils innovent aussi beaucoup. Et nous, on est les champions du monde, toutes catégories confondues, de la régulation. Voilà. Espérons qu'on ait quand même quelques champions qui tirent leur épingle du jeu. Voilà. Ouais, croisons les doigts pour ça. En tout cas, j'espère que la régulation va un petit peu s'adapter ou s'alléger pour certaines personnes. En tout cas, merci pour cette perspective-là. On arrive à la fin du podcast, Arnaud, et à la fin, on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Donc, le mot de la fin, ça peut être un mantra, un sujet que tu voulais traiter, qu'on n'a encore pas traité, un sujet que tu voudrais reprendre, sur lequel tu voulais apporter une petite précision. Ça peut durer 30 secondes, comme ça peut durer 2 heures. On t'écoute 2 heures. pour ce mot de la fin. T'es prêt à 2 heures de plus, là, c'est sûr? Non, je sais que tu as beaucoup de travail. On aurait pu tenir 2 heures, mais je sais que tu as beaucoup de travail, on doit te laisser. On aurait pu. Non, je voudrais revenir sur un point que j'ai d'ailleurs évoqué durant ce podcast, qui est tu parlais à un moment du legal by design, et je disais que l'optimisation réglementaire, elle devait s'interpréter, elle devait s'appliquer un peu comme on réalise une optimisation fiscale. Il est absolument fondamental, vraiment. Il faut que dans l'esprit de ceux qui nous écoutent, ce soit vraiment imprimé, que ce soit intégré. Il est fondamental de ne pas subir les choses, mais d'en être en réalité maître. J'ai envie de dire, même si vous dites « Ok, je ne suis pas dans les clous », mais au moins vous le savez. Et vous pouvez éventuellement limiter vos risques que demain vous vous retrouviez en difficulté. Donc, soit on fait un travail qui consiste à dire on vous met dans les clous, soit on fait un travail pour vous dire attention, c'est pas bien, vous n'êtes pas dans les clous, vous devez vous y mettre. Et si, quand bien même vous n'y êtes pas, vous n'avez pas la volonté d'y être, à ce moment-là, vous donnez les clés pour limiter les risques de tomber hors des clous. Et je pense que ça, c'est absolument fondamental. Et ça veut dire avoir une vision européenne, voire mondiale. C'est fini la vision française. La France, c'est un pays extraordinaire. Il y a plein de choses à faire. Et moi, en tant qu'avocat français, je vais toujours favoriser la France en premier lieu. Simplement, je ne vais pas proposer la France à des acteurs pour lesquels j'estime que ça ne colle pas, ça n'a pas de sens. Quand on a des personnes qui sont jeunes, qui sont prêtes à s'expatrier, qui sont prêtes à développer leurs projets à l'étranger, si elles peuvent avoir une régulation qui va être plus facilitatrice, plus évidente, plus rapide, plus conciliante, et qu'en plus, top of the bottom, ils vont pouvoir économiser en charges sociales et en impôts. Je suis désolé, mais je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. En Europe, l'Europe est un marché unique. Demain, la réglementation crypto est une réglementation européenne. D'accord. Ça veut donc dire que vous soyez régulé en Estonie, en Lituanie, en Pologne, à Chypre ou à Malte ou en France, vous pourrez vous projeter sur l'intégralité de l'Union européenne si vous êtes agréé pour ça. Donc, il faut être mobile. C'est ça le maître mot. Il faut être mobile. Alors, évidemment, quand on est marié avec 5 enfants, qu'on vit en France depuis 30 ans, c'est certain que si on doit aller à Chypre du jour au lendemain, c'est sûrement plus compliqué. Mais pour un certain nombre d'entrepreneurs, c'est pas un sujet. Et donc, dans ce cas-là, il faut apprendre à être mobile. Moi, je me considère plus comme un avocat européen, voire un avocat mondial, que comme un avocat français. On vient me voir parce qu'on veut avoir une vision transversale de la situation. Ouais, très intelligent.
Très intelligent. Effectivement, les entrepreneurs actuellement, ils sont prêts tous à déménager, à pouvoir payer moins d'impôts, et cetera. Alors, c'est pas forcément pareil, c'est pas de l'évasion fiscale, c'est juste que voilà, il y a Non, 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 d'autres non, non. opportunités, d'autres lois. Enfin, on a Et, bien compris que ouais, si pour la et je partie voudrais ajouter régulation, je voudrais ajouter un dernier point qui est très important, qui est même fondamental. Bon, déjà, l'illégalité est à proscrire dans tous les sens du terme, mais ce n'est c'est pas clair, parce qu'on va à l'étranger qu'on est dans l'illégalité. c'est clair, Si on va à l'étranger, qu'on a un centre opérationnel d'activité à l'étranger, qu'on vit dans ce pays-là, que la société on paye peut ses faire impôts, ce qu'on qu'on veut. paye ses impôts là-bas, ne pose pas de problème. D'un point de vue réglementaire, si on est éventuellement dehors de l'Union européenne, ça ne pose pas de problème particulier à partir de l'instant où on ne fait aucun démarchage, on n'a aucune volonté d'aller viser des clients qui sont des clients européens. Si on fait sa vie là-bas et que certains clients européens entendent parler de votre activité et viennent spontanément vous voir, écoutez, ça fait partie de ce qu'on appelle la reverse solicitation et c'est quelque chose qui est légal, c'est extrêmement contrôlé, Parfait. mais c'est légal. Il faut quand même le cadrer, mais ça reste légal. Donc, il n'y a pas d'illégalité, il faut faire les choses de manière propre, on peut optimiser et rester dans les clous de la légalité. C'est ça que nous, on propose. Ouais, c'est ça que tu prônes. Bah, vraiment, merci d'avoir précisé cette partie-là. Comme ça, au moins, c'est encore plus clair. Et dans tous les cas, si on va voir un avocat pour faire de l'illégal, c'est qu'en général, on n'est pas au bon endroit. Et c'est pas ce que fait Arnaud. Donc voilà. Parce que il y en a qui parfois peuvent avoir des idées un peu saugrenues. C'est pour ça que je le précise. Nous, on n'est pas là pour être les artisans de personnes qui, si vous voulez faire des choses qui sont shady, vous les faites vous-même. Peut-être à l'étranger, il y a des trucs pas très clean qui se font. Mais nous, en tout cas, enfin, nous, je dis nous, mais c'est le cas pour moi. Je ne connais pas d'autres avocats en France qui vont vous dire allez, viens, on va faire un truc. Voilà, ça n'a aucun sens. On doit faire des choses qui sont toujours dans la plus stricte légalité, mais simplement, c'est pas parce que on optimise, c'est comme pour la fiscalité, c'est la différence entre l'optimisation et la fraude. Hein, optimiser, ça ne veut pas dire frauder, ça veut juste dire utiliser de manière intelligente les règles du jeu qui ont été fixées. Parfait. Bah, merci Arnaud. Bah, écoutez, pour les personnes qui veulent rester dans les règles du jeu, optimiser, être meilleur dans la partie légale, le meilleur avocat pour pouvoir vous contacter, enfin pour pouvoir Mais vous je sais répondre, pas. c'est Arnaud. Contactez-le directement depuis, voilà, on va vous mettre tous les liens en description, mais depuis son site internet, donc arnaudtoiti.com, depuis hashtag, depuis LinkedIn, peu importe. Bon, dans tous les cas, il est déjà surmené, donc essayez de voir où vous pouvez le contacter. Mais voilà, en tout cas, bravo pour tout ce que tu fais, Arnaud. Bravo pour tout ce que tu fais pour l'écosystème Web3, pour l'IA, etc. Vraiment, merci d'avoir pris le temps de participer au podcast de Token Talker. C'est vraiment un plaisir et un honneur de t'avoir. Force à toi pour la suite et impatient de te voir pour les 10 ans de hashtag avocat. Eh ben, plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Jean pour l'invitation. Merci à Token Talkers. Et puis, écoutez, à très bientôt. Merci Arnaud.